Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'OL dans l'Olympico. 3-2 à l'issue d'un match au scénario incroyable, c'est le moins qu'on puisse dire. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On va faire un point sur les statistiques qui vont nous démontrer que ce qui s'est passé est une anomalie statistique. Et on finira par votre point de vue, notamment sur Pierre Sage, et on va regarder évidemment les déclarations de l'entraîneur et de certains joueurs par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est clairement anormal. C'est clairement anormal. On va regarder d'abord la composition d'équipe et ensuite le scénario du match. Alors la compo d'équipe en 3-5-2, je dirais qu'on peut la comprendre. Pierre Sage est devenu très frileux. Il est dans une position qui est différente par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il arrive en pompier de service. Il commence d'ailleurs par des défenses à 3, commence à gagner des matchs comme ça, et puis ensuite il devient un petit peu plus ambitieux. Il faut dire aussi que le mercato d'hiver lui apporte des joueurs avec davantage de technicité, avec davantage de sûreté, avec Matic au milieu de terrain. Donc il s'est un petit peu décomplexé. On est passé en 4-3-3, 4-1-4-1. Et surtout, donc, on jouait avec des ailiers. En plus, on avait la possibilité de faire venir des joueurs intéressants du banc, qui pouvaient apporter un second souffle. Le problème de Pierre Sage, c'est que en saison 2, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Vous êtes passé d'un coach pompier de service à un coach qui a des ambitions. L'ambition, c'est de finir sur le podium, de se qualifier pour la Ligue des Champions. On n'y croyait pas du tout, mais après le match d'hier soir, l'ambition du propriétaire d'aller chercher le PSG, évidemment, résonne de manière très négative dans nos têtes. Mais bon, nous, on n'y a jamais cru. Enfin, peut-être certains y ont cru, mais en tout cas, moi, je n'y ai jamais cru. Mais disons que, au regard de l'effectif des investissements consentis, le podium, ça paraît pas complètement fou. D'ailleurs, demain, je ferai une vidéo avec Flavien où nous allons justement nous pencher sur les ambitions de notre équipe. J'ai voulu attendre un petit peu, voir le début de saison, puisqu'on nous a dit, oui, le mercato, il faut pas prendre exactement le jeu contre Monaco, tout ça, machin, on attendra la fin du mercato. Là, le mercato est fini depuis plus de 3 semaines, et on a joué des matchs, donc on va s'intéresser à nos ambitions réelles pour cette saison, enfin réelles, en tout cas celles que nous, on imagine. Bref, donc ce 3-5-2, c'est surtout la manifestation d'un coach frileux qui a peur. Je me demande d'ailleurs s'il ne transmet pas cette peur à l'équipe, parce que quand vous êtes à domicile, que vous avez déjà 2 défaites dans le cornet, que vous devez aller chercher le podium, que vous recevez l'Olympique de Marseille qui joue en 4-2-3-1, finalement, aligner un 3-5-2. Alors un 3-5-2 surtout avec des pistons comme Vinicius et Maitland-Niles, c'est envoyer le signe que vous avez peur, que vous avez les jetons. Et d'une certaine manière, d'emblée, ça donne confiance à l'équipe adverse. Alors, on a la chance dans ce match que Balerdi soit un gros teubé, un crétin fini qui trouve le moyen de prendre 2 cartons jaunes dans les 5 premières minutes du match et de se faire expulser. À ce moment-là, on se dit, oh là là, 90 minutes en supériorité numérique, normalement, dans un monde logique, dans un monde normal, il n'y a pas photo. C'est 3-0, on plie les Gaules, on revient à 3 points de Marseille, et on essaye de soigner un petit peu notre goal average qui n'était pas favorable. Seulement, évidemment, les choses ne se passent pas tellement comme ça. Alors oui, la domination attendue, elle est là. Vous voyez à gauche l'attaque momentum. Donc, il n'y a rien à dire. Archi-domination de l'Olympique Lyonnais, surtout en première mi-temps. Et sur une action, ma foi, un peu anodine, on arrive à obtenir un penalty. Penalty tiré par le général, Lacazette, qui le tire très très mal. C'est le genre de penalty où si le gardien part du bon côté, il est sûr de l'arrêter, et c'est ce qui se passe. Il part du bon côté et il l'arrête.
Donc on se dit, aïe aïe aïe. Bon, Pierre Sage a commencé en 3-5-2, ce qui, comme je le répète, n'était pas très ambitieux, mais avait une certaine cohérence. Moi je me dis, et d'ailleurs avec les amis dans le chat pendant le live, on se dit, ah bah tiens, qu'il aille comme ça jusqu'à la mi-temps, ok, pas de souci, on a eu des occasions, etc. Bon. Mais quand même, la fatigue aidant, cette équipe de Marseille va bien finir par plier, donc on devrait peut-être leur envoyer nos fusées. Je pense notamment à Nuama et à Fofana, surtout Fofana pour être honnête avec vous, en se donnant la possibilité de rentrer Ryan Cherki à la 60-65e pour ajouter encore un peu plus de folie. Parce que le problème d'hier, et c'est un problème qui va devenir récurrent si Pierre Sage persiste avec son 3-5-2, c'est que son 3-5-2, on pense qu'il est solide, on voit qu'il ne l'est pas tant que ça, mais en plus, il est ronronnant. C'est-à-dire que quand vous avez un milieu de terrain avec Tolisso, Matic, Vertu, ou Cacré, et pas des mauvais joueurs, notamment Tolisso, Matic, techniquement, c'est très supérieur à beaucoup de milieux de Ligue 1. Mais par contre, en termes d'explosivité, en termes d'intensité, en termes de pénétration, même en termes de tir de loin, nada, que dalle. Comme en plus, vos pistons, c'est Abner et Maitland-Niles. Maitland-Niles, dont on a l'impression que pour lui, le terrain s'arrête, la ligne de fond de touche pour lui, c'est 25 mètres du but adverse. Il ne peut pas aller au-delà. Sinon, je ne sais pas. Il a peur d'être électrocuté ou un truc comme ça. Abner, il est bien gentil. Il monte. Mais alors, ses placements défensifs, notamment sur l'action de Rongier avec l'arrêt de Perry, calamiteux. Mais, offensivement, je suis désolé. Ok, il monte. Il fait des centres, mais déjà, il y en a très peu qui trouvent preneur. Il va tirer les corners. Il n'y en a pas un qui est bien tiré. Vertu, même chose, va tirer les corners. Il n'y en a pas un qui est bien tiré. Et donc, on se retrouve finalement avec une équipe qui, en effet, domine, a des opportunités, parce qu'il y a quand même des joueurs de talent, mais on n'est pas du tout dans ce qu'on pourrait attendre d'une équipe qui doit écraser un adversaire. Donc, en deuxième mi-temps, vraiment, j'attendais un changement de la part de Pierre Sage. Et j'ai titré ma vidéo « Faute professionnelle » parce qu'en fait, ce match, c'est une accumulation de fautes professionnelles. Alors, on a Lacazette qui rate un péno. Lacazette qui, à un autre moment, a un potentiel 1 contre 1 avec le gardien de but et qui décide de la donner à Orban alors qu'il y a 2 défenseurs entre lui et Orban, donc une occasion totalement foirée. Tagliafico qui, sur l'égalisation de Lirola, est catastrophique. Il se fait prendre dans son dos comme un bleu. D'ailleurs, je remarque qu'Abner ne réagit pas plus. Donc Tagliafico, calamiteux sur cette action-là. Perry, je vous invite à aller revoir les 3 buts, qui ne sert à rien. Il ne sert à rien. Sur le 3e but, c'est même lui qui donne la balle à l'adversaire, qui ensuite va marquer le but. Donc, catastrophique. Donc là aussi, faute professionnelle de Tagliafico et de Perry. Et je suis désolé de le dire, parce qu'il a encore beaucoup de supporters, Pierre Sage. Déjà, qui, par ses systèmes, instille la peur. C'est ce qu'on disait à une époque avec le PSG et Unai Emery. C'est-à-dire que le mec est tellement craintif, tellement stressé qu'il transmet la peur à ses joueurs. Et je trouve qu'en plus, en termes de réactivité de coaching, ça n'a pas été à la hauteur. Donc on reviendra sur Pierre Sage un petit peu plus tard, notamment parce que j'ai lancé un sondage sur le sujet. Donc, oui, des fautes professionnelles. D'ailleurs, ce terme a été repris par Jordan Verretou en zone mixte. Donc, je ne suis pas le seul à employer ce terme. Si on regarde les stats, oui, anomalie statistique. 63% de possession, à la limite, je dirais qu'on aurait peut-être même pu attendre davantage. 3,01 XG, donc quand même énorme domination. 0,79 pour Marseille, mais 3 buts marqués, donc là, une efficacité maximale. 7 grosses occasions pour l'OL. Seulement une pour Marseille, mais c'est eux qui repartent avec la victoire.
Donc oui, anomalie statistique, un match comme ça, effectivement, il est impossible à perdre, et pourtant on l'a perdu. Alors il faut quand même tirer un coup de chapeau à cette équipe de Marseille, puisque contre tout hier, vous retrouvez en infériorité numérique, vous prenez un penalty, finalement vous gagnez le match alors que vous êtes mené. Certains diront, ok, on est 14e, 4 points en 5 matchs, mais on a joué 3 des 4 premiers du championnat. C'est vrai, c'est un fait. Mais si vous voulez aller batailler avec ces mecs-là, d'autant que vous en avez joué 2 à domicile, faudrait peut-être quand même prendre des points face à eux et pas se contenter du petit match nul à Lens. Parce que le match nul à Lens, pour moi, il n'est pas grave si vous avez déjà 2 victoires sur 4 matchs. Mais là, vous n'aviez qu'une victoire face à Strasbourg. Donc ce point du match nul, il n'est pas bon du tout. Deuxième chose que je voudrais pointer du doigt, et ça c'est de manière plus globale, c'est un petit peu pour dédouaner l'ami Pierre Sage, eh bien c'est que l'Olympique Lyonnais, sur les mercatos d'hiver et d'été, a dépensé plus de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros sur le mercato. Vous arrivez dans l'Olympico et en défense centrale, vous alignez Douillet Kaletachar, qui dans un club du niveau espéré de l'Olympique Lyonnais devrait être un remplaçant. Tagliafico et Mata, donc 2 latéraux en défense centrale. Parce qu'il faut voir un truc, les amis. Tagliafico, il joue donc dans la défense à 3. Au début du match, on pense qu'on va jouer face à un 4-2-3-1. Expulsion de Balerdi. Donc on se retrouve en supériorité numérique. Mais moi, j'aurais pas voulu voir ce que donnait Tagliafico dans un match à 11 contre 11. Parce que là, avec sa taille, avec son manque de vitesse, avec son manque de rythme, je me demande ce que ça aurait pu donner. Bon, on va pas faire du foot fiction. J'évite toujours de faire du foot fiction. Et je m'énerve d'ailleurs quand on fait du foot fiction. Donc je ne le ferai pas. Mais en tout cas, je me dis, 200 millions de dépensés, vous avez Niakate qui est indisponible au dernier moment, et vous vous retrouvez avec une défense centrale avec Tagliafico, Kaletachar, Mata, donc une défense centrale avec un mec qui devrait être remplaçant et 2 qui ne jouent pas à leur position habituelle. Tagliafico, depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, il a joué, je crois, 1 fois en défense centrale. Il me semble que c'était sous Peter Bosz à l'époque. Dans la ligne de 5, vous avez quand même des mecs comme Vinicius, Tolisso, Matic, Vertu et Maitland-Niles. Donc après 200 millions de dépensés, c'est ça que vous avez à proposer? Je ne sais pas si on se rend bien compte. Lacazette, Orban, je dirais normalement, dans un monde normal, dans un monde cohérent, ça devrait suffire pour s'imposer face à cette équipe de Marseille. Alors, de manière plus globale, il faut bien se rendre compte dans quelle situation nous sommes par rapport à l'Olympique de Marseille, puisque je dirais qu'en termes de budget, l'Olympique de Marseille, Monaco et l'OL sont, on va dire, dans les mêmes eaux. Et historiquement, en tout cas au XXIe siècle, l'OL prenait vraiment le dessus sur Marseille, en allant notamment gagner très souvent chez eux. Et j'ai l'impression que depuis 4-5 ans, la tendance s'est inversée. Marseille a fini souvent 2e du championnat. Alors certes, des routes en Coupe d'Europe. Mais regardez bien cette statistique. L'OM a remporté 4 de ses 5 derniers matchs face à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Une défaite l'année dernière d'ailleurs. Après n'avoir gagné que 2 des 23 rencontres précédentes. Je ne sais pas si on se rend compte. 10 nuls et 11 défaites. 2, 10, 11 sur les 23 matchs précédents. Et là, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc je pense que clairement, on est en recul par rapport à cet Olympique de Marseille. Ça me fait mal où je pense, mais malheureusement, c'est une réalité. Et le classement vient nous le montrer, puisque Marseille est 2e et que nous sommes
14e. Alors on va aller voir notre ami DataWell qui nous donne toujours des statistiques très avancées sur l'OL et on va voir les plus intéressantes. L'OL est l'équipe ayant tiré le plus de corners cette saison à l'issue de cette 5e journée, 34, pour une efficacité pitoyable. On a essayé plusieurs tireurs. Hier on a eu Nuama, Veretout, Abner. Avant ça on a eu Maitland Niles et c'est toujours aussi pathétique, inefficace. Donc, on a un assistant coach qui s'appelle Dalla Santa, qui est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Et on se retrouve avec des statistiques absolument immondes. L'OL est la seule équipe du Big 5 européen ayant raté 2 pénaltys cette saison en championnat. Merci monsieur Mikotadze, merci monsieur Lacazette. Georges Mikotadze est le 2e joueur de Ligue 1 ayant raté le plus d'occasions nettes de but à l'issue de cette 5e journée. 5 occasions nettes ratées. La dernière fois que l'OL a totalisé 4 points après ses 5 premiers matchs de championnat, c'était en 95-96. Le club avait fini à la 12e place. Le duo Lacazette-Mikotadze a tiré 22 fois au but, 9 pour Lacazette, 13 pour Mikotadze, avec au final 0 but. Tenez-vous bien, l'OL a perdu 3 de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, durant lesquels l'adversaire a eu un carton rouge. C'est quand même un truc de malade. Alors l'anomalie statistique du résultat, on le retrouve à nouveau. 3,16 XG est un record pour le club sous Pierre Sage. Les 3 plus gros XG hier, Lacazette 1,35 0 but, Tolisso 0,66 0 but et Mikotadze 0,42 0 but. Ce qui est grave en supériorité numérique, c'est qu'en deuxième mi-temps, vous perdez plus de duels que Marseille. Si on me dit qu'il n'y a pas un problème dans cette équipe, je ne le crois pas. D'ailleurs, hier j'ai dit, dans le live, et je le maintiens, on n'a pas d'équipe. Malgré son infériorité numérique, l'OM a remporté plus de duels que l'OL ce soir, 55-45, alors qu'en première mi-temps, on était à 56-46 en faveur de l'OL. En deuxième mi-temps, c'est Marseille, 63%, c'est-à-dire que malgré l'infériorité numérique, malgré la fatigue, c'est eux qui gagnent les duels. Puisqu'on est dans les duels, 100% de duels perdus pour Georges Mikotadze sur son entrée 5 sur 5. Un seul arrêt ce soir pour Lucas Perry, son plus faible total, en Ligue 1 cette saison, même je pense, de toute façon il n'a pas joué en Ligue 1 la saison passée. L'OL a perdu 3 de ses 5 premiers matchs de Ligue 1 lors de 2 saisons consécutives pour la première fois de son histoire, les amis. Ryan Cherki est le deuxième joueur le plus décisif sous Pierre Sage. Rappelons qu'hier, il a marqué. On continue avec les stats qui piquent. L'OL a encaissé au moins 2 buts sur 10 des 16 derniers matchs de Ligue 1. Ce qui veut dire qu'à l'Olympique Lyonnais, actuellement, pour gagner des matchs, vous êtes obligé de mettre au moins 3 buts. Dans quel monde cette situation est tenable? Ça devait être l'objectif numéro 1 de cet été. Pierre Sage nous a dit, on veut remplacer la folie par la maîtrise. Non seulement on n'a pas la maîtrise, mais on n'a même plus de folie. Faut pas s'étonner d'être là où nous en sommes actuellement. Jordan Veretout, 83% de duels perdus face à l'OM, 5 sur 6, son plus gros pourcentage dans le domaine depuis le 21 avril dernier, où il avait perdu 100% de ses duels. Voilà pour DataWell, les autres stats traitaient essentiellement de la première mi-temps. On va regarder les réactions de joueurs et de notre entraîneur et on va regarder aussi le sondage que j'ai lancé hier soir après la défaite. Un Ryan Cherki qui a dit les termes. Cette fois, je crois qu'on ne peut que souscrire à 100% à ce qu'il a dit. C'est une honte, ils sont à 10 depuis la 5e minute, ça fait des années et des années qu'on mène à la maison et qu'on ne fait que reculer. Le match passe, on a 50 000 occasions, mais on ne fait que reculer. Si on veut être une grande équipe, quand on mène, il faut enterrer les équipes qui viennent ici. Quand on mène, il faut savoir en mettre un
2, 3, 4 ou 5. Aujourd'hui, il n'y avait rien pour eux et ils repartent avec les 3 points. Ils font les beaux et on a 0 points. Quand on voit toutes les occasions, ça doit finir à 3 ou 4-0, surtout à 10 contre 11. Je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de différent de ce qu'a dit Ryan Cherki. Alors Pierre Sage, lui, dans un langage un peu moins fleuri, vous le voyez à l'écran, c'est invraisemblable, c'est cruel. Bon, on va aller plus loin dans ce qu'il nous dit. C'est lié au fait qu'on a laissé notre adversaire en vie. Je pense sur la première mi-temps, on doit rentrer avec un avantage supérieur à un but. Je rappelle qu'on est à 0-0. Ils ont gardé espoir, ils ont su saisir les opportunités qu'on leur a laissées. Ils auraient pu marquer en première mi-temps. Gros arrêt de Lucas Perry et sauvetage sur la ligne de Tolisso. Toutes les petites choses qu'on leur a laissées, ils ont capitalisé dessus, on les transforme en but. Là où on n'a pas réussi de notre côté malgré 7 occasions franches. Est-ce un coup au moral? Oui, dans le sens où on livre un match qui doit nous permettre de marquer 3 points, on ne concrétise pas nos occasions et au moment où on peut en gagner au lieu de 0, on redonne 3 points à notre adversaire. C'est un scénario qui est fou, car si on concrétise nos occasions en première mi-temps, on prend complètement l'ascendant psychologique sur le match. Là aussi, je suis d'accord. Mais quand ces situations se répètent, eh bien, le problème est peut-être un petit peu différent. Maitland Nice disait que les joueurs de l'OL ont peut-être pensé plus à attaquer que défendre après le 1-0. Donc vous voyez déjà, dans l'esprit, même Maitland Niles, qui vient de Première Ligue, vous dit « Oh là là, on a notre 1-0, il faut le préserver, s'il vous plaît, préservons notre 1-0 ». Je me dis que la mentalité de gagne petit vraiment, eh bien, déteint sur tout le monde. Même un mec comme Maitland Niles, qui vient de Première Ligue, qui a joué à Arsenal, eh bien, il vient vous dire, on est en supériorité numérique, on a notre 1-0, il faut le protéger, alors qu'à l'évidence, non, il faut leur mettre la tête sous l'eau. Donc, vous voyez déjà la différence totale de discours entre un Ryan Cherki qui dit on met 1-0, on doit en mettre 2, on doit en mettre 3, on doit en mettre 4, et Maitland Niles qui dit ah non mais protégeons notre petit pécule, notre petit 1-0. Ce que Pierre Sage répond. Je pense qu'on a voulu attaquer pour avoir beaucoup de possibilités. On arrivait à bien remonter le ballon. On a certes eu du mal à déséquilibrer le bloc en première mi-temps, mais c'était mieux en deuxième. La volonté d'attaquer, si elle est favorisée par le fait de doubler la marque, elle aurait été louable. Bon, réponse sans grand intérêt. Bref. Alors évidemment, après un tel bilan, 5 matchs dans la saison, une victoire, un nul, 3 défaites, 6 buts marqués, donc à peine plus de 1 but par match, 11 encaissés, plus de 2 buts par match. Bah finalement, on fait un début de saison qui ressemble fort à celui qu'on a fait la saison passée. Alors Pierre Sage et des joueurs ont dit bon, finalement, on va pas avoir trop le temps de gomberger puisque la Ligue Europa arrive cette semaine, dès jeudi. Donc, c'est bien de pouvoir enchaîner pour mettre ce match derrière nous et regarder devant. Mais seulement, il y a des réalités statistiques et que la Ligue Europa, je dirais, ça doit être la cerise sur le gâteau cette saison, mais que notre réalité, notre quotidien, c'est le championnat. Et qu'à la fois pour des raisons financières et puis tout simplement pour des raisons de prestige, eh bien, on se doit de finir dans les 3 premiers, au pire 4e. Mais notre situation actuelle, évidemment, n'est pas bonne. Ce qu'on constate, c'est que par rapport au podium, on a déjà 9 points de retard et une différence de but très 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 négative, ce qui fait quasiment 10 points de retard. Rendez-vous compte, les amis, qu'après 5 matchs dans la saison, on perd 2 points par match par rapport au podium. Ça, c'est la réalité. Alors, évidemment, quand une équipe ne performe pas, les yeux se tournent normalement vers l'entraîneur. Je rappelle que l'année dernière, Laurent Blanc a été viré au bout de 4 matchs après une déroute contre le Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que ce sera le cas pour Pierre Sage. Bon, déjà parce qu'il a été nommé par Textor. Et puis ensuite, on va voir que le calendrier, qui en effet nous a fait rencontrer 3 des 4 premiers du championnat jusqu'à présent, eh bien, va être normalement plus clément. Et donc, je pense qu'on va lui laisser l'opportunité de remonter au classement avec ce calendrier.
Alors, prochain match contre l'Olympiakos jeudi. Ensuite, déplacement à Toulouse. Déplacement au Glasgow Rangers. Ensuite, on recevra Nantes. On ira au Havre. Réception de Beşiktaş, réception d'Auxerre et déplacement à Lille. Donc je pense quand même que John Textor va laisser encore du temps à Pierre Sage. Et moi, j'évalue ce temps jusqu'au 10 novembre, réception de l'AS Saint-Étienne. Selon moi, il faudra prendre 3 points ici, 1 point là, ça fait 4. 3 ici, ça fait 7. 3 et 3... 6, ça fait 13 points. Plus Toulouse au moins 1, donc 14 points. Donc voilà, mon sentiment, c'est que si Pierre Sage ne prend pas 14 points après la réception de Saint-Étienne, puisqu'il y aura une trêve internationale dans la foulée, je pense qu'il sera débarqué. Donc, on va voir ce que vous pensez par rapport à cette situation. J'ai lancé un sondage hier soir, vous avez déjà été nombreux à voter, je vais rafraîchir la page, il y a peut-être eu des votes depuis en effet, puisqu'il y a 150 votes de plus. Donc vous avez été jusqu'à présent 628 et je vous demande, après la déconvenue dans l'Olympico, selon vous Pierre Sage va être écarté, vous êtes 24% à penser cela, être en sursis, c'est ce que je viens de décrire, 60%, et vous pensez à 16% qu'il n'est pas en danger. Donc, on va dire la majorité pense quand même qu'il est un petit peu sur un siège éjectable et qu'il est nécessaire de réagir très 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 rapidement. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la lecture de ce match, elle peut se faire de deux manières. Soit on regarde l'attaque momentum, les XG, et on se dit mais quelle malchance, normalement ça n'arrive pas. Et donc ça va finir par payer. Soit on se dit accumulation d'erreurs de coaching, fébrilité transmise aux joueurs, etc. Et là, on ne voit pas tellement comment ça pourrait s'améliorer. Donc, je ne sais pas quel est l'état d'esprit de John Textor à l'heure actuelle par rapport à cette situation. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez du match, à me dire ce que vous pensez de la situation de Pierre Sage dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à demain, puisque donc je vais faire une vidéo avec Flavien pour envisager justement quelles vont être nos ambitions. Lui, il nous parlera du match, puisque figurez-vous qu'il est tête dans le stade, donc il va pas vraiment pouvoir nous redonner son ressenti. On fera aussi un petit bilan très rapide du mercato. Merci de m'avoir suivi les amis, passez une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à demain. Au revoir.